Et cette rencontre est assez emblématique de ce que nous aimons et ce que nous cherchons à faire à Liège Créative. C'est offrir un espace de rencontre, pour le moment virtuel, depuis presque un an, mais un espace de rencontre le plus fréquent possible pour vous permettre d'échanger, que vous soyez issu du monde de l'entreprise ou du monde de la recherche, autour de thématiques liées à l'innovation et toujours dans une optique d'apporter des solutions pour un monde plus durable ou en tout cas pour accompagner la transition de notre société. Et aujourd'hui, et c'est particulièrement emblématique de ce que nous souhaitons aussi, nous avons mis en relation une chercheuse et un représentant d'une entreprise, en l'occurrence Schreider. Ils ne se connaissaient pas, mais voilà, ils travaillent dans des optiques qui sont proches. Et voilà, c'est tout à fait symbolique de ces espaces de rencontre qu'on offre et de ce dialogue qu'on favorise entre des mondes parfois parallèles, mais qui avancent pourtant dans la même direction. Et donc aujourd'hui, les deux personnes que nous avons réunies, c'est Aurore Fanal. Aurore est assistante et doctorante depuis 3 ans à la faculté de Jean Blou, dans l'unité de recherche biodiversité et paysage. Alors, ces travaux de recherche portent en général plus spécifiquement sur les arbres invasifs, mais aujourd'hui, sa communication porte sur un domaine vraiment qui lui tient beaucoup à cœur, mais sur lequel elle intervient aussi dans certains des cours qu'elle donne. Donc, les effets de la pollution sur la biodiversité. Et donc, avec elle, Vincent Lang, qui nous fait aussi un petit signe. Merci d'être avec nous également. Vincent est responsable R&D donc chez Schreider. Schreider, c'est une entreprise liégeoise qui développe des systèmes d'éclairage. Sans doute beaucoup d'entre vous la connaissez. Et le service au sein duquel il travaille développe et intègre les aspects optiques, électriques, software et mécaniques. Et Schreider est vraiment une entreprise qui cherche à développer des solutions adaptées à des problématiques que peuvent mettre en évidence des scientifiques. Donc, cette mise en relation était particulièrement intéressante aujourd'hui. Voilà pour le programme et l'agenda de cette rencontre. Et je vais tout de suite passer la parole à Elisa Moulu, qui est chargée du projet Smart Light Hub, dont elle va nous dire quelques mots pour que vous voyez vraiment de quoi il s'agit. Donc, bonjour à tous. Donc, comme on vient de le dire, je m'appelle Elisa, je suis chargée d'organisation et d'animation d'événements pour l'Université de Liège. Et c'est moi qui vais vous présenter le projet Smart Light Hub avec lequel Liège Créative a collaboré pour organiser cette rencontre. Alors, le projet Smart Light Hub, c'est un projet Interreg VA Grande Région dont l'enjeu principal est de susciter une réflexion commune sur la problématique de la pollution lumineuse et de son impact sur la biodiversité. Le programme Interreg, c'est un programme de coopération territoriale européenne qui est financé par le Fonds européen de développement régional, qu'on connaît mieux sous l'acronyme de FEDER, et qui s'inscrit vraiment dans le cadre de la politique de cohésion européenne. Le programme Interreg VA Grande Région, dans lequel s'inscrit précisément Smart Light Hub, soutient pour sa part des projets de coopération transfrontalière entre acteurs locaux et régionaux qui sont issus très précisément des territoires qui composent la grande région. Donc nous, avec Smart Light Hub, nous nous inscrivons vraiment dans une visée de cohésion européenne s'appliquant particulièrement au territoire de la grande région. Alors, en termes d'objectifs, le projet Smart Light Hub il vise à faciliter l'émergence de réponses collectives à des besoins non satisfaits en matière d'éclairage public. Il cherche également à renforcer la coopération transfrontalière en grande région en induisant des synergies entre opérateurs afin de définir une vision novatrice respectueuse des écosystèmes, mais aussi économiquement rentable et créative de l'éclairage dans les espaces aussi bien publics que privatifs. L'originalité de Smart Light Hub réside finalement dans son approche intégrée de l'éclairage artificiel qui prend en compte à la fois des critères énergétiques, mais aussi ceux liés à la préservation de la biodiversité.
Donc, le projet Smart Light Hub, ce sont des partenaires opérateurs et des partenaires méthodologiques. Les partenaires opérateurs qui sont issus de trois versants de la grande région sont au nombre de 4. Donc, il y a l'Université de Liège, la SBL Natagora, le territoire naturel transfrontalier et l'Université de Trèves. Ces 4 partenaires opérateurs sont ensuite soutenus par des partenaires méthodologiques qui, eux, sont vraiment là pour leur offrir un soutien plutôt logistique, intellectuel, mais aussi relationnel. Et parmi eux, on a le parc naturel de Lourdes au Luxembourg, le tiers-lieu Blida qui est situé à Metz en France, et alors l'Agence luxembourgeoise d'action culturelle qui, comme son nom l'indique, est également basée au Luxembourg. En ce qui concerne le déroulé du projet, la collaboration des partenaires que je viens d'évoquer se fait autour d'une méthode commune, mais qui est vraiment basée sur les compétences propres à chacun des partenaires. Donc, Natagora procède à une étude d'impact et d'incidence avec le test de différentes lampes dans plusieurs biotopes, et ce sur 4 des 5 versants de la grande région. L'Université de Liège organise des sessions de sensibilisation et de co-création, art, sciences, entrepreneuriat, qui visent à imaginer des dispositifs lumineux, innovants et inspirants. Le territoire naturel transfrontalier, il met à disposition ces parcs, juste comme lieu de démonstration et aussi de sensibilisation aux solutions qui sont imaginées en amont. L'Université de Trèves, quand on travaille plutôt à la diffusion vers les acteurs économiques et vers le marché. Et puis là, c'est l'ensemble des partenaires qui collaborent à la sensibilisation vers le grand public. Donc là, c'est plutôt via le Smart Light Lab, qui est un espace mobile d'ateliers et d'exposition. Et puis, toujours ensemble, l'ensemble des partenaires vise à la mise en place d'un réseau qui est dédié à cette recherche de solutions en matière d'éclairage, et donc le Smart Light Hub. Donc voilà, moi, c'est fini pour moi pour la présentation du projet Smart Light Hub. En termes d'objectifs, vous comprenez que c'était vraiment chouette de collaborer avec l'ESHKER Créative à l'organisation de cette rencontre qui porte du coup sur l'éclairage intelligent et l'impact sur la biodiversité. Donc, je vous souhaite une bonne conférence. Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, je vais commencer cette rencontre en parlant de l'impact de l'éclairage sur la faune sauvage. Alors, je ne sais pas quand vous avez eu l'occasion pour la dernière fois d'observer un ciel étoilé qui ressemble plus ou moins à ceci. Personnellement, ça fait déjà quelques années et ce n'était pas en Europe. Et ce n'est pas vraiment étonnant parce qu'on vit vraiment dans une zone qui est très fortement impactée par la pollution lumineuse. Ça se voit directement avec les images satellites. Et c'est notamment dû ici à une grosse densité de population et à des gros axes entre Lille, Bruxelles, Anvers et Amsterdam. Ce qui fait que maintenant, 99% des Européens vivent sous un ciel qui est artificiellement lumineux et on estime qu'environ un tiers de la population mondiale ne sait plus voir la Voie lactée pendant la nuit. Et donc, ça fait déjà maintenant quelques décennies que de plus en plus de publications sortent sur cette problématique. C'était d'abord les astronomes qui ont commencé à interpeller sur la pollution lumineuse parce qu'ils ne savaient simplement plus observer les étoiles. Les biologistes ont suivi peu de temps après en commençant à se demander l'impact que ça aurait sur la faune et de plus en plus, surtout ces 20 dernières années, de plus en plus de publications sortent sur le sujet. Et il y a aussi de plus en plus d'associations qui tirent la sonnette d'alarme, notamment des associations belges, comme l'ASCEN, l'Association du ciel et de l'environnement nocturne, de sauvegarde du ciel et de l'environnement nocturne, le groupe Plecotus de Natagora, la LRBPO, ainsi que d'autres organisations européennes ou mondiales. Et peut-être que vous avez déjà vu des événements qui visent à sensibiliser sur le sujet, comme la Nuit de l'Obscurité, par exemple, qui a lieu chaque année dans certaines communes belges. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de pollution lumineuse ici écologique? Donc c'est quand on a de la lumière artificielle qui va dégrader les cycles de lumière naturels et donc modifier la composante nocturne de l'environnement. Et donc ça va avoir des conséquences sur les comportements, les rythmes biologiques et les fonctions physiologiques des organismes vivants et à plus grande échelle de perturber le fonctionnement des écosystèmes. Alors cette pollution lumineuse, elle est déclinable en plusieurs composantes. On a tout d'abord la surillumination, qui est donc en fait une trop grande intensité lumineuse.
l'effet d'éblouissement et enfin l'effet de halo, c'est ce que vous pouvez observer ici sur cette photo, où quand on a donc une grosse densité de points lumineux, on a vraiment cet effet de halo lumineux qui surplombe les villes ou les infrastructures illuminées. Alors depuis quelques années, vous l'avez sans doute remarqué, on a commencé à passer en LED sur la plupart des routes régionales et communales pour des questions d'efficience énergétique entre autres. Et donc on peut se demander aussi quel effet ça va avoir ce changement de spectre lumineux sur la faune sauvage. Parce que nous, on a tendance à l'oublier en tant qu'espèce diurne qui s'est adaptée grâce à sa créativité pour vivre la nuit aussi grâce à l'éclairage. Mais en fait, il y a déjà une bonne partie de la faune sauvage qui est nocturne de base ou bien crépusculaire. Donc on estime que 28% des vertébrés et 65% des invertébrés sont nocturnes, au moins partiellement. Et donc ces espèces sont adaptées à la vie dans le noir, en fait, soit avec des adaptations morphologiques qui leur permettent de voir avec un très faible niveau de luminosité, comme cette chouette hulotte, soit des espèces qui sont adaptées pour être vues dans le noir, comme les lucioles et les vers luisants. Et donc, le fait d'éclairer artificiellement la nuit, ça va impacter en fait les rythmes et les comportements de ces espèces. Donc, en général, on va avoir plusieurs types d'impacts. On a d'un côté, sur certaines espèces, un phénomène d'attraction à la lumière. Et à l'inverse, pour des espèces qui sont dites lucifuges, un évitement de la lumière, où là, la lumière va vraiment fonctionner comme une barrière. Et puis enfin, on a des cycles circadiens, donc le cycle jour-nuit qui va être perturbé, et ça va impacter le comportement, la production de certaines hormones, etc. Donc je me permets juste ici de mettre la couverture d'un rapport de l'Office français pour la biodiversité qui est sorti il y a une dizaine de jours et qui s'adresse vraiment aux gestionnaires, aux communes, etc. pour mettre en place ce qu'on appelle une trame étoilée, une trame noire, dont je parlerai un peu plus tard. Je le mets déjà ici parce que je vais utiliser plusieurs de leurs illustrations dans la suite. Et je vous mettrai peut-être le lien pour ceux que ça intéresse après dans le chat. Donc là, je vais un peu explorer certains groupes d'animaux et leurs réactions à la lumière artificielle. Tout d'abord, les insectes. Donc là, on a d'un côté des insectes qui font lucifuges, donc qui vont éviter les sources lumineuses, et d'autres, par contre, qui sont attirés par la lumière, principalement les coléoptères nocturnes, les papillons, les moustiques. Et donc, vous avez tous déjà vu sans doute la nuit, autour des lampadaires, des grands rassemblements d'insectes. Alors, on a deux phénomènes qui mènent à cette attraction. On a soit le crash barrière, donc en fait, ce sont des insectes qui, sur leur route, vont tomber sur un point lumineux et vont adopter un comportement de fixation autour de ce point et ne vont pas continuer leur déplacement. Et puis, on a le vacuum cleaner, où là, c'est un point lumineux qui va en fait vraiment aspirer les insectes de l'environnement autour. Et donc, on estime qu'un point lumineux laissé au milieu d'un rond-point campagnard, par exemple, pendant 2 ans, après 2 ans, il aura totalement fait disparaître tous les insectes nocturnes, ou presque, dans un rayon de 200 mètres autour de ce point lumineux. C'est en effet la deuxième cause d'extinction des insectes nocturnes, après l'utilisation de pesticides. Donc, c'est très important. Et les LED blanches attireraient 48 fois plus les insectes que les lampes à sodium basse pression, donc des lampes à rendu typiquement orangé. Et donc, pour donner encore un ordre de grandeur, dans le nord de la France, une étude a estimé que les nuits d'été, on avait environ 150 insectes qui meurent chaque nuit sur chaque lampadaire. Et donc, voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter comme hécatombe à l'échelle de la région wallonne. Alors, un autre groupe d'espèces dont on parle souvent quand on parle de la nuit, ce sont les chauves-souris. Et là, on va de nouveau avoir deux comportements. On a d'un côté des espèces adaptées, donc ce sont des espèces qui sont souvent dites à vol rapide, comme les pipistrelles ou les noctules. Et donc, elles vont plutôt aller chasser autour des points lumineux, en fait, parce qu'il y a ce rassemblement d'insectes. Donc, c'est un double piège écologique pour les insectes, parce que non seulement ils vont s'épuiser à tourner autour des points lumineux et ne pas compléter leur cycle de vie, mais en plus, ils sont beaucoup plus soumis à la prédation par les chauves-souris. D'un autre côté, on a des espèces lucifuges qui ne supportent pas l'éclairement de leur habitat, et qui donc vont voir leur habitat de chasse totalement fragmenté, vont devoir faire beaucoup plus de déplacements pour essayer d'éviter les zones éclairées, vont se fatiguer plus. C'est le cas par exemple de la barbastelle d'Europe, qui est devenue très rare maintenant en Wallonie, qui est une espèce typiquement forestière qui se déplace le long de corridors boisés, etc., et qui ne traversera pas une route qui est illuminée. Et c'est la même chose pour le petit rhinolophe, qu'on voit ici en bas à droite, petit rhinolophe dont les populations ont baissé de 99% depuis les années 50 en Belgique. Ça peut avoir aussi une influence si les gîtes sont éclairés. Donc, par exemple, une étude sur les murins à oreilles échancrées a montré que quand le gîte était éclairé, les adultes sortaient chasser plus tard
la nuit. Donc, ils chassaient moins longtemps, il y avait moins de lait maternel qui était fait pour les jeunes. Et les jeunes avaient donc au final une masse corporelle qui était plus faible et ils sortaient plus tard du gîte. Et si le gîte est trop éclairé, ça peut aussi simplement mener en fait, au déménagement de la colonie. Il y a de plus en plus de mal à trouver des bons lieux de gîte. Pour les autres mammifères, on va avoir plusieurs dérèglements physiologiques qui sont liés à la diminution de la production de mélatonine, un peu comme chez nous au final. Les cervidés vont avoir plus de difficultés à franchir des routes qui sont éclairées, et les petits mammifères vont avoir plus de difficultés à se dissimuler de leurs prédateurs. Je peux aussi parler d'une étude suisse qui a montré que les lisières forestières éclairées étaient 10 fois moins fréquentées par les blaireaux, renards et chevreuils que des lisières forestières qui ne l'étaient pas. Alors, parlons un peu des oiseaux maintenant. C'est un des premiers groupes d'animaux sur lesquels on a observé en fait, l'effet de la pollution lumineuse. D'abord par un dérèglement de leur cycle de vie. Donc, par exemple, en centre-ville, on va avoir des merles ou des mésanges qui chantent toute la nuit, qui sont déréglés, qui se fatiguent un peu pour rien. La reproduction, parfois, va commencer plus tôt aussi. Et du coup, le problème, c'est que les jeunes vont naître à un moment qui correspond peut-être plus forcément au pic de population d'insectes et donc de proies, donc plus de difficultés à nourrir les jeunes. On a aussi des perturbations du repérage nocturne pour les oiseaux migrateurs notamment. Donc ça, c'est une des premières choses qui a été observée déjà il y a plus d'un siècle. Il faut savoir que 2/3 des oiseaux migrateurs voyagent de nuit. Et notamment, ils se repèrent grâce aux étoiles. Et donc, on a des phénomènes de désorientation qui arrivent quand il y a des grandes villes éclairées sur leur trajet ou des grandes infrastructures éclairées. Donc, par exemple, des grues qui tournent autour de tours éclairées en ne sachant plus où aller. Quand le pont aussi qui relie le Danemark à la Suède a été éclairé la première nuit, on a dénombré plus de 1000 collisions en une nuit d'oiseaux migrateurs. On a des jeunes oiseaux marins qui sont attirés par la lumière des villes au lieu d'aller vers la mer. C'est le cas très connu des pétrels de Barrow sur l'île de la Réunion. Où maintenant, d'ailleurs, ils coupent en fait l'éclairage nocturne pendant plusieurs nuits quand les jeunes s'envolent. Et on a des problèmes de collision. Par exemple, c'est la première cause de mortalité des chouettes effraies sont les collisions avec les voitures. Et en fait, il y a un effet d'éblouissement à cause des phares des voitures qui font que l'animal réagit trop tard et se fait percuter. Ici, je vous mets aussi une photo d'engoulevent d'Europe. C'est un oiseau qui est devenu aussi fort rare maintenant en Wallonie, qui chasse la nuit, qui chante et chasse la nuit, qui est adapté, qui a une vision nocturne assez développée. Donc, lui, il n'aime déjà pas trop les zones éclairées. Et en plus, ses proies de prédilection, ce sont les papillons nocturnes, qui sont donc en régression, notamment à cause de l'éclairage artificiel. Et enfin, pour faire rapidement le tour de quelques autres espèces auxquelles on ne pense pas toujours, ça peut paraître étonnant, mais des gastéropodes, des escargots, etc., vont avoir des soucis physiologiques s'ils sont éclairés en fait, pendant la nuit. Ils vont avoir aussi une activité qui est inhibée. On a des poissons qui vont avoir des problèmes physiologiques avec le manque de mélatonine, qui vont avoir un comportement perturbé, tenter plutôt de se réfugier dans le fond des points d'eau pour éviter l'élimination de la surface de l'eau, qui vont avoir plus de mal à chasser, à disperser aussi. Les saumons sont fort perturbés pendant leur montée des rivières quand les berges sont éclairées. Pour les amphibiens, on a vu que les mâles crapauds étaient beaucoup moins vocaux et beaucoup moins actifs, se déplaçaient moins en période de reproduction si la zone est éclairée. Donc, on a aussi un impact sur la reproduction. Et puis pour les reptiles, un autre cas connu depuis longtemps, c'est des jeunes tortues marines qui sont désorientées pour la même raison que les pétrels de Barrow. Donc, en fait, ils suivent la lumière parce qu'ils pensent suivre en fait, le reflet de la Lune sur la mer, simplement, sauf qu'ils vont plutôt vers les zones urbanisées. On a aussi parlé de certains serpents qui pourraient avoir leur vision infrarouge brouillée à cause de l'éclairage nocturne. Et donc, au final, voici ici une petite infographie qui reprend un peu tous les groupes d'animaux sur lesquels la lumière a un effet négatif. Donc, oiseaux, mammifères, serpents, lucioles qui sont plus visibles la nuit. Donc, c'est problème pour la reproduction des lucioles si elles ne savent plus se repérer parce qu'il y a trop d'éclairage ambiant. Les plantes, j'en ai pas parlé non plus, mais en fait, la pollinisation elle a lieu aussi la nuit, une part importante de la pollinisation. Donc, si tous les insectes sont groupés autour des lampadaires, il y a moins de pollinisation des plantes et donc un effet aussi sur la reproduction, sur le succès reproducteur des plantes. À l'échelle vraiment maintenant du paysage, on se retrouve avec des habitats qui sont très fragmentés, notamment en Belgique où on a tendance à beaucoup éclairer les routes. Et donc des animaux qui ne savent plus se déplacer d'un territoire de chasse à l'autre ou pour trouver des gîtes ou pour la reproduction, qui utilisent beaucoup d'énergie pour essayer de contourner ces obstacles lumineux. Et à côté, d'autres qui sont piégés
par ces points lumineux et qui ne complètent pas leur cycle de vie. Et donc, au final, une chaîne trophique qui est totalement déséquilibrée, certaines espèces qui se banalisent au détriment d'autres qui se raréfient de plus en plus. Cela, évidemment, couplé à plein d'autres causes de disparition, évidemment. Donc, quand on parle de fragmentation, souvent, on en vient aussi de parler de réseau écologique ou de trame, comme on dit chez nos voisins français. Donc, qu'est-ce qu'un réseau écologique? C'est vraiment réfléchir à l'échelle d'un territoire, à connecter des habitats riches en biodiversité entre eux et à permettre le déplacement des espèces. Donc, on a vraiment des réservoirs de biodiversité ou cœurs de biodiversité qu'on va relier par des corridors écologiques qui permettent le déplacement des espèces pour accomplir leur cycle de vie. Ces réseaux, ils vont dépendre du type d'habitat qu'on considère, que ce soit des milieux plutôt boisés, ouverts, secs, humides. Et l'échelle va dépendre aussi des espèces qu'on considère en fonction de leur capacité de dispersion. Et donc, ce réseau écologique, là, ça fait longtemps qu'on en parle en Wallonie. Là, ça avance bien pour faire un beau réseau écologique cohérent au niveau de la région. En France, ils sont déjà plus avancés là-dedans, notamment au niveau législation. Et depuis quelques années, ils ont ajouté la trame noire ou trame étoilée qui se superpose aux autres trames d'habitat et qui va prendre en fait la dimension temporelle en compte, donc l'alternance jour-nuit. Donc, qu'est-ce que ça change pratiquement? Quand on réfléchit à un réseau écologique, comme ici en haut à gauche, on a une trame verte et une trame bleue, donc habitat humide et trame verte, ça regroupe plusieurs habitats naturels. On va réfléchir en fait à quels sont les éléments fragmentants de ces réseaux. Donc, par exemple, ici un chemin de fer et une route. Et on va identifier des points de rupture, des points de conflit sur lesquels on va pouvoir agir pour permettre aux espèces de passer, que ce soit la construction d'un écoduc, plantation de haies, etc. On voit que si on ajoute la lumière artificielle dans les éléments fragmentants, on a des nouveaux points de rupture qui apparaissent auxquels on n'aurait pas pensé, mais qui sont tout aussi impactants pour les déplacements d'espèces qui se font quand même souvent la nuit. Et donc, le but à l'échelle du paysage, c'est vraiment de défragmenter cet environnement nocturne pour permettre aux espèces de voyager la nuit d'un territoire à un autre. Donc, concrètement, comment on fait pour réduire cette pollution lumineuse? Ce qui est bien avec la pollution lumineuse, c'est que c'est une pollution qui est réversible. Donc, on peut agir rapidement dessus. Donc ici, je parlais de certaines mesures assez rapidement, que ce soit jouer sur les lampadaires, leur position ou la lumière qui est utilisée. Le premier maître mot, c'est la sobriété lumineuse. Donc il faut chaque fois se poser la question, en fait, est-ce qu'il faut vraiment éclairer ici? Est-ce que c'est vraiment utile pour des questions de sécurité, etc. Et on peut simplement supprimer des lampadaires qui sont non nécessaires et qui sont proches de milieux sensibles. Et d'ailleurs, c'est parfois ce que certains pourront le dire du coup dans l'Assemblée, mais ce que certains gestionnaires de réseau préfèrent faire parfois, c'est simplement supprimer certains lampadaires qui ne sont juste pas à un endroit où c'est nécessaire. Je prends l'exemple ici de Chaumont-Gistoux parce que la commune a décidé récemment de supprimer toute une série de lampadaires le long de routes de campagne qui divisaient en fait deux zones Natura 2000. Et donc, les lampadaires sont simplement supprimés. Donc, c'est le moment de se poser ces questions. Là, maintenant, on remplace les lampadaires par des LED. C'est le moment, en fait, de se poser la question sur ceux qu'il faut garder et ceux qu'il faut supprimer. On peut aussi réduire l'intensité de l'éclairage et garder une intensité plus importante aux endroits plus dangereux et réduire la durée de cet éclairage, donc soit avec des détecteurs de mouvement, notamment pour les passages plutôt piétons ou cyclistes, soit couper après une certaine heure. Ça se fait beaucoup en France. Il y a environ 12 000 communes en France qui, à 22 h ou minuit, coupent l'éclairage communal. C'est beaucoup moins répandu en Belgique. Donc ici, je connais que 3 communes dans l'est de la Wallonie qui font ça. Ça se fait par contre de plus en plus sur les autoroutes wallonnes. Donc maintenant, il y a des systèmes, notamment près des zones plus sensibles, des zones Natura 2000, où on réduit l'intensité de l'éclairage, on change la couleur aussi, et on coupe simplement après une certaine heure. Alors ici, je me permets de partager une carte qui m'a été envoyée par Thierry Kervin de SPW, qui j'ai vu est présent d'ailleurs aujourd'hui. Donc, il avait une carte en fait des points lumineux communaux et il a recensé tous ceux qui étaient proches de zones Natura 2000, de zones de sites de grand intérêt biologique et de cours d'eau, ainsi que des luminaires qui étaient en zone non urbanisable au plan de secteur. Et on se retrouve avec 38 000 points lumineux que l'on peut questionner, se poser la question de si c'est vraiment utile de les garder ou pas. Il ne faut pas spécialement tous les supprimer, il y en a qui sont sûrement utiles, mais on peut questionner ces points et je vous laisse imaginer, imaginons qu'on supprime 38 000 points lumineux à raison de 150 insectes qui meurent chaque nuit par point lumineux, c'est potentiellement plus de 5 millions d'insectes qu'on sauverait chaque nuit en Wallonie.
Maintenant, quand on met un luminaire, aussi, il faut questionner quel luminaire on installe. Donc, choisir des luminaires qui ne vont pas avoir de débordement de surface, qui ne vont pas avoir de perte vers le ciel. C'est ce qu'on appelle un nul hors nul. Maintenant, c'est de plus en plus la norme. Et préférer des températures qui sont plus faibles, avec arrondi plutôt orangé. Alors, les LED orangés consomment un peu plus que les LED blancs. Maintenant, si on les garde plus pour des milieux sensibles ou qu'à côté de ça, on supprime une série de luminaires, d'un côté, ça permet un peu de revenir à un équilibre. Alors, pourquoi c'est important cette longueur d'onde? Parce que toutes les couleurs de lumière ne vont pas influencer de la même manière les espèces animales. Et en général, ce sont les couleurs plutôt bleues et violettes qui vont avoir un impact le plus important. Alors que les rendus jaune-orangé vont avoir un impact aussi. Tant qu'il y a de la lumière, il y a un impact, mais l'impact va être réduit. Alors ici, je vous montre un petit exemple de ce qui a été réalisé dans le village d'Aulon en France. Donc, ils ont revu ici tout le parc de luminaires en essayant qu'il n'y ait plus de débordement justement vers le ciel. Et on voit qu'au final, on a une réduction de 80% du halo lumineux et une réduction de 32% aussi de la facture d'électricité. Et donc, le résultat est assez bluffant. Maintenant, il faut juste convaincre le village de derrière de faire la même chose. Un autre projet dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le projet Luciole à Lille. Donc là, c'est vraiment une approche plus technologique qui a été mise en place, avec, en fonction des zones et des espèces de chauves-souris présentes, certains aménagements qui ont été faits. Donc, on a, par exemple, en vert, une adaptation de la couleur de la lumière, avec des lumières plus orangées. En orange, une extinction à 22 heures. En bleu, ce sont des détecteurs de mouvement. Et en jaune, une diminution de la puissance d'éclairage et du rayonnement lumineux qui, je pense, est temporalisé aussi ou lié à des détecteurs de mouvement. Parce qu'il faut garder en tête que même dans les espaces fortement urbanisés, on a des zones de refuge, on a une biodiversité urbaine qu'il faut prendre en compte aussi, que ce soit dans des bosquets, près des temps de combles du vieux bâti, prairies, friches, etc. Et donc, notamment dans les parcs et espaces verts, on peut garder en tête qu'on a besoin d'éclairer en fait que les zones de circulation pour les piétons, si possible avec des bornes basses qui ne vont pas déborder vers les milieux naturels autour, et surtout éviter d'éclairer des zones qui seraient plus aménagées pour la biodiversité justement. Et si possible, c'est très joli, mais éviter l'éclairage de mise en valeur des végétaux qui impactent déjà le végétal en question, mais aussi toutes les espèces qui pourraient trouver refuge dedans. Pour les ouvrages architecturaux, pareil, la règle, ce serait la retenue. Évidemment, on a envie de mettre en valeur son patrimoine bâti. Mais ici, par exemple, pour ce clocher, on éclaire quand même plus le ciel que l'église en question. Donc, essayer de proscrire les éclairages qui vont du bas vers le haut, préférer plutôt l'inverse, du haut vers le bas, qui n'éclaire vraiment que la surface qu'on veut mettre en valeur. On peut couper après une certaine heure, on n'a pas besoin de voir ça toute la nuit quand plus personne de toute façon n'est dehors. Et surtout éviter l'éclairage de combles ou de clochers qui sont occupés par des chauves-souris ou des rapaces nocturnes. Pareil pour les sites naturels, falaises, etc. Éviter d'éclairer au moins pas toute la nuit. Aussi pour les berges, étangs, il faut savoir que les espèces aquatiques sont souvent très très sensibles aux lumières bleues. Et donc il faut à tout prix éviter de diriger un flux lumineux vers la surface de l'eau. D'ailleurs maintenant en France c'est interdit. On ne peut plus illuminer des surfaces de cours d'eau. Un dernier petit exemple, la citadelle de Namur, donc aménagée grâce au bureau Radiance 35, dont on a des représentants d'ailleurs aussi aujourd'hui. Et donc ici, c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire pour quand même mettre en valeur le patrimoine tout en prenant quand même des mesures de réduction de la pollution lumineuse, donc notamment installer une temporalité avec une première série d'éclairage coupée à 22 heures et totalement coupée à minuit. Et aussi, on verra qu'on a plus d'éclairage vers le côté plus minéral et plus vers le centre-ville, alors qu'à l'arrière, qui est plus boisé, on va être plus parcimonieux et il y a notamment tout un cheminement de bornes à détecteurs de mouvement pour les promeneurs. Et donc, j'arrive tout doucement à la fin. Donc, pour garder quelque chose en tête, surtout si on est à proximité d'une zone naturelle sensible, il faut faire d'abord un premier diagnostic de sensibilité, donc se demander quels sont les habitats concernés, quelles sont les espèces dans cette région qui peuvent possiblement être impactées par la pollution lumineuse, quels sont les aménagements lumineux qui existent, publics, mais peut-être aussi privés, on peut faire collaborer le privé, et voir ce qu'on peut mettre en place pour réduire cette pollution lumineuse, que ce soit de l'extinction, de la réduction de l'intensité, une temporalité dans l'éclairage, essayer à tout prix de préserver les zones cœur de biodiversité et les corridors écologiques, donc les bords de cours d'eau, les haies,
les lisières forestières. Et pourquoi pas pour les parcs naturels, par exemple, essayer de faire un atout touristique de cela, par exemple en jouant sur le côté parc étoilé. Je cite ici aussi la province de Luxembourg qui très récemment a signé une charte avec la Seine, le Conservatoire Centre-Ardenne et le Cercle des naturalistes de Belgique pour du coup attaquer ce problème de pollution lumineuse et permettre aux Luxembourgeois de profiter pleinement du ciel étoilé. Donc voilà, c'est fini pour moi. Je suis disponible maintenant pour vos questions si vous en avez. Donc, merci Aurore pour cette super présentation. Globalement, en fait, j'ai deux solutions. Soit je change de métier, soit j'essaie de faire mieux mon métier. Et on va partir sur la deuxième solution. On est tous d'accord. Très rapidement, donc Schrader, c'est une société à la base liégeoise qui développe des luminaires d'éclairage public. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez. On est présent un peu partout dans le monde avec un gros focus sur l'Europe. Et moi, donc, je travaille au bureau d'études à Liège où la plupart des solutions sont développées. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, globalement, voilà le genre de produit qu'on développe, des luminaires purement fonctionnels qu'on retrouve sur les routes, des luminaires plutôt décoratifs dans les centres-villes, des solutions tunnels et des solutions d'illumination. Donc ici, globalement, sur la biodiversité, ça va principalement être sur le routier, le déco et l'illumination qu'on va pouvoir agir. Et globalement, si on se demande d'abord, avant toute chose, il faut se demander pourquoi on éclaire. D'abord, on éclaire pour les gens, typiquement sur une route, pour assurer la sécurité des utilisateurs. Dans les centres-villes, pour assurer une certaine sécurité, il y a quand même pas mal d'études qui ont démontré la relation entre l'éclairage et la criminalité. L'éclairage a aussi dans les villes un impact social, émotionnel, la mise en lumière du patrimoine, tout ça vraiment contribue à cette dimension sociale. Et quand on parle de sustainability, il y a aussi l'aspect social qui est présent en complément aux aspects énergétiques et protection de la nature. Mais malheureusement, c'est clair que l'éclairage peut avoir un impact négatif. On vient de le voir super bien avec l'exposé d'Aurore sur la faune, la flore, sur la pollution du ciel nocturne, notamment pour les astronomes. Je crois qu'on en a parmi nous. Et aussi tout ce qui est lumière intrusive ou pollution lumineuse qui peut perturber le sommeil et le bien-être des habitants d'une ville typiquement. Mais ça, ce sera vraiment, je vais directement sauter à ma conclusion. En quelque sorte, l'éclairage, c'est un éternel compromis. Globalement, quand on éclaire pour les humains, mais ça va coûter de l'énergie et cette énergie doit être payée par quelqu'un. Et jusqu'il y a quelques années, on s'occupait beaucoup de l'humain, de l'économie. Maintenant, depuis quelques années, l'énergie est rentrée en jeu et la dimension prise en compte de la biodiversité et de la nature est un nouvel élément et il va falloir prendre ça en compte, mais clairement, c'est un compromis. Quand on veut améliorer l'éclairage pour la biodiversité, il faut pouvoir se dire, OK, le côté humain sera moins bien servi ou ça va coûter plus cher, etc. Donc, il n'y a pas de solution magique. Par contre, on va voir quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir trouver ce compromis. Les possibilités qu'on a pour optimiser l'éclairage, j'en vois plusieurs. La quantité de lumière, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on a des routes qui sont éclairées selon la norme. Donc, il existe des normes en matière d'éclairage et souvent, les gestionnaires d'éclairage et tout ça sont tenus de respecter ces normes. Et il est clair qu'aujourd'hui, quand on a 10 lux en lumière blanche ou 10 lux avec cette lumière orangée des sodium basse pression, on a tous l'impression que c'est suréclairé. Donc là, il y a probablement quelque chose à faire au niveau des niveaux d'éclairage et au niveau normatif. Je pense qu'il y a un travail énorme à faire à ce niveau-là. Au niveau des puissances, l'apparition de la LED a clairement permis de trouver des solutions. Les puissances entre les luminaires proposés il y a 10 ans et maintenant,
ça a quand même vachement bien diminué. Donc ça, je pense, on est bon. La maîtrise de la lumière, j'y reviendrai plus tard. Pour savoir vraiment envoyer la lumière uniquement là où c'est nécessaire. Ça reste un point clé depuis des années, mais qui prend de plus en plus d'importance. La temporalité, donc aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le dimming et tout ça, on peut choisir quand on éclaire. Et on verra plus tard que l'utilisation de capteurs, et notamment de systèmes de télémanagement, peut vraiment aider à aller dans le bon sens. Et dernier point qui apparaît de plus en plus, c'est la qualité de la lumière. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit apparaître depuis 3-4 ans. Et là, on va voir aussi qu'il y a plusieurs possibilités et des choix devront être faits. Si je parle tout d'abord de la maîtrise de la lumière, la première chose à faire, c'est de se dire, OK, je n'envoie la lumière que là où c'est nécessaire. Je prends mes deux exemples ici en bas. Je vais avoir une solution où j'éclaire et on voit très bien qu'on va avoir de la lumière qui part à l'arrière alors qu'elle n'est vraiment pas utile. Alors que la solution à droite ici, elle est totalement optimisée. Donc ça va permettre de vraiment focaliser la quantité de lumière sur la cible et donc réduire déjà tous les aspects pollution lumineuse, que ce soit pour les humains, mais aussi pour la flore. On imagine une route de campagne, ça ne sert à rien d'éclairer les arbres devant, derrière, et donc c'est vraiment la capacité à focaliser la lumière uniquement où c'est nécessaire qui fera la différence. Si on arrive à bien maîtriser la lumière, là, on rend déjà pas mal de gens contents, hein. On va réduire la quantité de flux nécessaire, on va réduire la quantité d'énergie. Les contribuables qui vont devoir payer l'électricité pour générer cette lumière, la facture va diminuer. Au niveau des humains, en termes de lumière intrusive, etc., ça ne saurait aller que dans le bon sens. Et au niveau de la nature, là aussi, si on n'envoie pas de la lumière sur les zones vertes sur les côtés d'une route, ça ne peut aller que dans la bonne direction. Donc clairement, cet aspect photométrie, gestion de la lumière, de la distribution lumineuse, qui ne semble pas vraiment high-tech par rapport à ce qu'on verra par la suite, ça reste vraiment un élément clé du métier d'éclairagiste. Autre point, l'émission de la lumière dans le flux supérieur, on le voit ici sur l'image, les luminaires sodium basse pression qu'on a encore en partie sur nos autoroutes. On avait pas mal de flux qui étaient émis. Aujourd'hui, avec la LED, à part quelques luminaires d'éclairage urbain qui cherchent vraiment l'esthétique, aujourd'hui, on a des luminaires vert plan avec zéro flux vraiment émis vers le haut. Par contre, le flux émis vers le haut, il peut venir de façon directe, mais aussi, il faut se dire qu'il y a une partie de la lumière qui est réfléchie par la route. Et là aussi, comment est-ce qu'on peut réduire ça? C'est en réduisant les niveaux lumineux ou alors en focalisant plus la lumière sur la route et typiquement en essayant de faire encore mieux que ce qui est proposé là sur la photo de droite. Et toute lumière qui ne serait pas envoyée sur les abords de la route, c'est de la lumière qui n'est pas réfléchie et qui va contribuer à réduire la pollution lumineuse. Si on arrive à faire ça, là, on peut déjà trouver des solutions typiquement pour les oiseaux migrateurs, comme expliquait Aurore, et par exemple aussi, surtout pour les astronomes, où là, je comprends totalement que le problème de pollution lumineuse est vraiment un cauchemar pour eux et nécessite des investissements. Un bel exemple d'une réalisation qui a été faite cette année, c'est la station de Lamongie dans les Pyrénées, où on voit ici, sur la photo du dessus, c'est la photo avec l'ancien éclairage, et on voit typiquement sur le dessus les pistes de ski qui étaient éclairées, alors qu'en pleine nuit, à part la descente au flambeau, il doit y avoir peu de skieurs. Et sur le bas, là, on voit avec la rénovation de l'éclairage, en essayant vraiment de focaliser la lumière et d'avoir la meilleure étude photométrique possible, on voit à ce moment-là que nos pistes de ski ne sont plus visibles du tout.
Voilà, d'autres vues ici, on peut voir que l'éclairage qu'on pouvait avoir sur les fenêtres des appartements, avec le nouvel éclairage, à ce moment-là, on a vraiment focalisé et on limite cette partie de la pollution lumineuse. Et pour ce qui est du ciel étoilé, voilà 2 photos de l'installation avant et après. Et donc la possibilité de dimming aussi là permet vraiment de réduire. Ça rejoint un peu l'exemple que Aurore montrait dans sa présentation. Donc ceci pour montrer que techniquement c'est possible. Et donc après, je ne vais pas dire il n'y a qu'à le faire parce que tout ça coûte de l'argent et de l'investissement. Ce n'est pas aussi simple. Mais techniquement, il y a vraiment moyen de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, la meilleure lumière, bah, c'est clair que pour la nature, en tout cas, c'est celle qui n'existe pas. Et comme expliqué par Thierry Kerva, pas mal de luminaires, typiquement en Belgique, au fin fond de la campagne, il n'y a pas d'intérêt à éclairer. Autant mettre nos investissements là où c'est nécessaire, avec un éclairage de qualité, mais rien ne sert d'aller éclairer une route de campagne où on a 2 automobilistes qui passent sur la nuit. Donc, on peut, à ce moment-là, éclairer au bon moment. Et là, on va faire appel à la technologie. Donc, aujourd'hui, on peut très facilement, c'est vraiment un standard, faire varier les niveaux lumineux en fonction des heures de la nuit. Donc, tout ça peut être préprogrammé. On a tout ce qui est contrôle à distance, télémonitoring, où on peut à ce moment-là, avec des systèmes IoT, etc., contrôler l'éclairage en fonction vraiment à distance d'un point central. L'utilisation de capteurs, qui est apparue il y a quelques années, mais qui tend à se répandre et qui va tendre à se répandre de plus en plus. Donc, on a, pour beaucoup, on a des luminaires devant notre garage, dans notre jardin, et le luminaire s'allume quand on passe. Bah, clairement, c'est le même principe sur les routes. Et peut-être plus innovant, c'est l'exploitation de big data. Donc, il y a les villes ont déjà pas mal de données sur le trafic, la météo, la position, par exemple, de poids de passage piéton. Et c'est typiquement le genre d'essai que Schrader fait actuellement avec Sibelga. Je pense que Bénédicte Collard est parmi nous. Et donc là, en utilisant vraiment, en exploitant les données big data, on peut à ce moment-là gérer les niveaux lumineux de façon intelligente. Donc là, vraiment se dire, OK, quand est-ce que j'éclaire? Quels sont les moments où j'éclaire? On voit qu'au niveau technologique, il y a vraiment moyen de faire quelque chose et d'exploiter tout ça. Quelques exemples pour illustrer. Voilà, ici, c'est un exemple qu'on avait fait en Pologne. On est dans un parc, il y a peu de cyclistes qui passent là la nuit, et là, l'utilisation de capteurs peut détecter le cycliste et allumer l'éclairage devant le cycliste pour maintenir toujours cet aspect sécurité. Et une fois que le cycliste est passé, bah à ce moment-là, on va rééteindre les luminaires ou réduire l'intensité. Un autre exemple, là plutôt au centre-ville, ça c'est à Grenoble où on a un tram. Il y a un détecteur qui détecte quand le tram passe. Les luminaires, à ce moment-là, on augmente les niveaux pour assurer la sécurité au cas où quelqu'un croiserait donc le chemin du tram. On vient de voir le vélo. Et quand le tram est passé dans l'autre sens, bah, à ce moment-là, il n'y a aucune raison à cet endroit-là de continuer à éclairer à 100% parce que personne ne passe là, il n'y a pas de tram et a priori, il y a très peu de danger. Donc ici, on a 2 exemples où on peut satisfaire les aspects, je dirais la nature, la faune, la flore. On réduit les niveaux lumineux et la pollution lumineuse quand il faut. Les astronomes seront contents aussi. Et là, le bonus, c'est qu'on peut réduire la facture énergétique, donc la facture économique. Et aussi, là, typiquement avec l'exemple du tram, on peut aussi réduire les pollutions, les nuisances lumineuses pour les habitants. Autre point, et pas des moindres, c'est la qualité de la couleur. Donc jusque-là, on avait sur nos routes du sodium basse pression orangé, du sodium hausse pression, une espèce de blanc doré.
Aujourd'hui, avec les LED, les premières LED qu'on a vues apparaître, c'était un blanc relativement froid. C'est ce qu'on a ici. Et on voit dans le spectre de cette LED qu'on a beaucoup de lumière bleue et puis un peu d'autre. Et là, petit à petit, on commence à avoir cette tendance à partir vers du blanc plus chaud, où on voit que l'intensité dans la lumière bleue est vraiment réduite. C'est tout de suite plus agréable. Moins de bleu, meilleur pour la biodiversité. Et on a aussi maintenant à disposition des LED ambre, où là, on se retrouve avec un spectre qui est plus proche de ce qu'on connaissait sur nos autoroutes avec le sodium basse pression. Donc, j'ai remis à gauche tous les différents types de spectres, des différents types de LED, quelque part qu'on peut intégrer en standard dans des luminaires. Donc après, c'est jouer avec les couleurs. C'est vraiment comme de la peinture. Il va falloir un peu mixer ce qu'on veut. Ça, c'est pour la couleur blanche. Si on part vers des LED colorés, là aussi, je vous mets un exemple qui n'a absolument rien à voir avec la biodiversité, mais c'est juste pour montrer le genre de choses qui techniquement est faisable. Mais là, on peut se retrouver avec des LED vraiment qui émettent de façon purement monochromatique, en bleu, en rouge, en jaune, en ambre et tout ça. Aurore nous montre un tableau avec l'impact des différents spectres, des différentes couleurs sur les différents types d'animaux. On peut aussi imaginer avoir un type de luminaire, rouge par exemple pour les chauves-souris ou ambre pour d'autres types de chauves-souris, vraiment dédiés. Par contre, il faut juste garder à l'esprit un point, c'est que chaque chose a son prix. Aujourd'hui, si je prends comme référence l'efficacité d'une LED 4000 Kelvin, donc c'est le blanc neutre qu'on a sur certaines de nos autoroutes, plus je vais aller vers de la lumière chaude, plus l'efficacité de la LED va chuter. Et si on va vers vraiment du pur ambre, par exemple ici celui-là, on voit que l'efficacité de la LED a chuté de près de 60%. Alors après, ça veut dire que si on veut éclairer selon la norme avec les mêmes niveaux, il va me falloir 60% de puissance en plus, des luminaires plus gros et tout ça, ce qui ne va clairement pas dans le bon sens. Donc là, clairement, il faut pouvoir aussi se dire, OK, si je change, si je vais vers des couleurs plus chaudes ou de la lumière ambre, il faut aussi pouvoir accepter de réduire les niveaux lumineux qu'on va avoir au sol parce qu'il n'est peut-être pas toujours obligatoire d'avoir 10-15 lux sur une route, malgré ce que dit la norme. Donc ça, c'est un choix. Autre point, c'est la durée de vie. Au niveau technologique, on a deux grandes familles de LED. Tout ce qui est LED blanche et bleue et verte, on a des durées de vie relativement longues. Par contre, dès qu'on va passer vers de la LED ambre et de la LED rouge, là, on a d'autres technologies. Et là, la durée de vie de la LED, la diminution du flux pendant la durée de vie va chuter de façon beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un point aussi vraiment capital. Quand on fait une installation d'éclairage, on ne la fait pas pour durer 5 ans. Généralement, on fait un investissement qui est là pour durer 20 ans. Donc là, typiquement, c'est un choix. Quel est le compromis? Est-ce qu'on est d'accord de baisser les niveaux? Est-ce qu'on est d'accord de payer plus en termes d'énergie pour avoir la bonne lumière qui est respectueuse de la biodiversité? Ça, c'est vraiment un des choix qu'on doit pouvoir faire tous ensemble. Quelques exemples. Ça, c'est un exemple qu'on a fait aux Pays-Bas, un bon exemple où on peut arriver à combiner les deux. Donc, on avait ce pont, où, par définition, on a des voitures qui passent et on doit assurer la sécurité des utilisateurs. Et on avait donc, il y a aussi une colonie de chauves-souris où ce pont, finalement, était une barrière. Et finalement, en introduisant une partie du pont en lumière rouge, donc les scientifiques locaux ont finalement trouvé que c'était une bonne solution pour pouvoir permettre aux chauves-souris de passer d'un côté à l'autre du pont. Donc là, on retrouve un peu une solution pratique à ce que Aurore expliquait tout à l'heure. On avait ce pont qui était une barrière. Ben là, on essaye vraiment de casser la barrière lumineuse pour permettre de combiner les deux, la nature et les utilisateurs.
Là, dans ce cas-ci, les chauves-souris, on a trouvé une solution et les usagers ont continué à assurer la fonction initiale de l'éclairage. Techniquement, on peut avoir d'autres solutions aussi. Dans un seul et même luminaire, on n'a pas le choix de dire tiens, je prends un luminaire qui fait de la lumière ambre ou bien un autre qui fait de la lumière blanche. Mais là, aujourd'hui, c'est assez, je dirais, assez simple de pouvoir avoir un luminaire où on va faire varier la température de couleur. Donc, on peut imaginer avoir un luminaire et pendant la nuit, je vais mettre de la lumière ambre, mais en début de soirée, quand on a des gens et tout ça, là, je vais mettre de la lumière blanche parce qu'on voit mieux et on assure la sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui tend à se répandre pas mal. C'est proposé en standard sur pas mal de produits. Maintenant, quels sont les scénarios? Quand est-ce qu'on met de la lumière blanche ou de la lumière blanche? Ça, c'est quelque chose qui est à définir avec le client et au cas par cas. On parlait tout à l'heure donc de la trame noire à Lille. Globalement, ici, c'est un cas où on a essayé de combiner un peu tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, le but du jeu, c'était donc de casser la barrière lumineuse tout aux alentours de la citadelle, comme expliqué par Aurore, pour étendre le territoire de chasse des chauves-souris. Et globalement, ici, on a utilisé un peu tout ce qu'on avait à disposition, c'est-à-dire que faire varier les niveaux de dimming en fonction des heures de la nuit, utilisation de capteurs pour pouvoir faire varier les niveaux ou les couleurs en fonction de la densité de passage. On joue à ce moment-là ici sur 3 températures de couleur. On a de l'ambre, du 2200 Kelvin et du 3000 Kelvin, et l'utilisation d'une photométrie optimisée avec des coupes flux ajoutés vraiment pour essayer de focaliser la lumière uniquement sur la zone piétonne. Donc, globalement, donc, on a ce type de luminaire avec 3 températures de couleur. Les luminaires sont interconnectés. On a un capteur et quand on a un piéton qui arrive, selon le scénario envisagé, on a vu avec Aurore qu'on a plusieurs zones et plusieurs scénarios envisagés, on peut passer d'un luminaire qui est éteint à ambre, on peut faire varier la température de couleur, jouer sur le niveau. Donc là, on a vraiment un luminaire, je ne vais pas dire qu'il peut tout faire, mais après, c'est à décider en fonction vraiment des besoins locaux, quels sont les scénarios envisagés. Donc là, on a une petite vidéo aussi. Donc, on voit au début de soirée, on se retrouve avec ces luminaires. Quand on a du passage, on a des niveaux. Quand il n'y a plus personne, boum, dans cette zone-là, on a vu qu'on a réduit sur de la lumière ambre. Et clairement, là, en accord avec les autorités locales et les personnes qui géraient la trame noire à ce moment-là, les différents scénarios ont été élaborés, programmés pour pouvoir faire le job et assurer tout ce qui était demandé. Ici, globalement, là, c'est encore un bel exemple où, au final, on assure le côté social et la sécurité. Si on avait ce parc non éclairé, peu de gens oseraient s'y aventurer. Et d'un autre côté, on a trouvé la bonne solution pour permettre de casser cette barrière naturelle et d'avoir une chouette solution pour les chauves-souris. C'est une installation qui a été éclairée il y a 1 an. L'étude va se faire sur 4 ans, mais j'ai pris des nouvelles avec mon commercial en France et visiblement, les premiers résultats sont assez positifs. Il n'y a pas encore de mesures précises du retour des chauves-souris, mais les premiers feedbacks locaux sont très positifs. Donc, globalement, le message, c'est le suivant, c'est que techniquement, on a pas mal d'outils à disposition, que ce soit la gestion, la temporalité, jouer sur la température de couleur, contrôler la photométrie, l'utilisation de capteurs, qui aujourd'hui relèvent plutôt des tests et essais. C'est peu répandu, mais je suis persuadé que dans le futur, ça va devenir un grand standard. On a techniquement pas mal de choses et maintenant, la solution, c'est de pouvoir
typiquement comme on le fait lors d'échanges aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver quelle est la combinaison de ces solutions en combinaison donc avec l'avis des scientifiques comme Aurore, mais j'ajouterais aussi en combinaison avec le client, avec le gestionnaire d'éclairage local, parce que chaque installation d'éclairage va être différente et nécessitera probablement une combinaison différente. Mais globalement, je retourne à ma conclusion, il n'y a pas de solution magique, on va tous ensemble vraiment devoir trouver le compromis qui permet de satisfaire les aspects économiques, énergétiques, les aspects humains et aussi à présent les aspects de la biodiversité.